Madame la sénatrice, chère Laure, donc Madame la présidente du conseil régional, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires qui nous avaient fait l'amitié d'être présents ce soir, Bruno Gallier, qui est ici, maire de Brunois, Michael Damiati, qui est ici, maire de Crosne, Christine Garnier, maire de Quincy, qui est avec nous également, et puis surtout Thomas Chassal, le nouveau maire de Vigneux. Voilà. Surtout parce qu'il est nouveau, bien sûr. Et que vous le connaissez peut-être pas encore. C'est fait. Il est encore un peu timide. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers Montgeronais, je vous remercie d'être tous là ce soir en cette traditionnelle cérémonie des vœux qui nous permet chaque année de nous retrouver et de faire un point pour savoir où on va. Voilà maintenant 4 ans que j'ai eu l'honneur de devenir le maire de Montgeron. On me demande souvent si cette fonction ne prend pas trop sur ma vie. À ceci, je réponds que cette fonction est la vie et que si on ne l'accepte pas, on ne peut pas l'exercer. Donc Montgeron est devenu ma vie, vous êtes devenu ma vie. Il n'est pas facile de décrire ce que l'on ressent une fois élu. C'est un mélange de fierté et d'humilité, de force, de limite, et puis aussi de responsabilité et d'obligation. Pour résumer, je dirais que ce sont la joie, la force et la charge qui lient indissociablement un maire au drapeau de sa mairie. Je vais en profiter ce soir pour remercier les membres de ma famille pour leur patience et leur bienveillance au regard de tout ce temps que je ne peux plus leur consacrer. Je veux aussi remercier chacun des élus qui m'entourent et qui donnent de leur énergie, en plus de leur propre activité professionnelle. Un élu, c'est avant tout une personne qui décide d'agir pour défendre ses convictions et qui pense que l'action peut encore changer les choses. Être élu, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, est une lourde responsabilité, car le monde change et se pose de plus en plus la question du sens. Cette question dont vous me parlez régulièrement sur le terrain. Emportés par la modernité, la pensant comme un progrès obligatoire, nous avons peut-être collectivement oublié de nous pencher sur nos valeurs, sur les conséquences de nos choix. Les mouvements sociaux qui traversent notre pays traduisent, il me semble, cette question du sens. Les citoyens n'adhèrent pas forcément à la course en avant du progrès, qui n'en est pas toujours un pour eux, qui les laisse avec la mondialisation sans réelle possibilité d'arbitrage, en contradiction parfois avec leurs valeurs. Si le président de la République en appelle maintenant aux maires qui sont au plus près des citoyens pour l'aider à gérer cette situation de crise, c'est bien qu'au sommet de l'État, on a enfin compris, mais un peu tard, qu'on ne dirigeait pas un pays sans son peuple. Parce qu'un peuple, c'est plus qu'une bonne santé économique. C'est plus que les chiffres de la Banque centrale européenne. C'est plus que les avis des agences de notation. Un peuple, c'est l'aboutissement de centaines et de centaines d'années d'évolution. C'est une histoire qui s'est écrite dans le creuset de chaque famille. Ce sont des valeurs qui se sont longtemps cherchées et peaufinées dans l'intimité d'un territoire, d'un pays. Et il en a fallu des luttes, des discussions et du temps pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et maintenant, on nous dit, eh bien, c'est fini. Maintenant, du fait de la mondialisation, vous ne pouvez plus influer sur le cours des choses. Et cela, quel que soit ce que vous votez, cela ne changera rien. Comment imaginer dans ces conditions que cela ne finirait pas par exploser? Ne nous y trompons pas, en disant cela, je ne suis pas en train d'exhorter qui que ce soit à faire la révolution, tant je pressens que ces situations de crise peuvent déraper et nous affaiblir encore un peu plus. La crise que nous vivons devrait en revanche constituer l'opportunité de nous poser les bonnes questions, d'écouter vraiment et de renouer avec le peuple et le bon sens. Tout n'est pas possible. Le principe de réalité existe. Les ressources financières ou naturelles ne sont pas infinies. Les choix qui s'offrent à nous devraient être posés avec lucidité. Par exemple,
il me semblerait vraiment juste que ceux qui travaillent soient davantage récompensés au regard de ceux qui vivent des aides sociales. En 2014, à Montgeron, rappelez-vous, notre slogan de campagne, c'était le bon sens. Était-ce prémonitoire? À l'époque, nous ne mesurions sans doute pas que l'écho que nous entendions dépassait largement les frontières de notre ville. Ce que nous percevions en revanche, c'était que Montgeron, petit à petit, faisait des choix en termes d'urbanisme, de sécurité, de propreté, d'espace public, de commerce, des choix négatifs qui l'entraînaient inexorablement à ressembler à certaines villes ayant périclité, et que cela se faisait contre votre volonté. Alors le bon sens, c'était quoi? Le bon sens, c'était en premier lieu de stopper une urbanisation galopante. La première étape a consisté à supprimer les grands projets qui étaient en cours ou à en réviser les dimensions pour ceux qui étaient juridiquement trop engagés. La deuxième étape a été de réviser le plan local d'urbanisme. Vous vous rappelez sans doute qu'en pleine rentrée, nous avions dû faire un référendum pour imposer notre projet face au préfet, ce qui a permis de protéger des zones pavillonnaires et de diminuer la taille des constructions d'immeubles. Ceci, évidemment, n'empêchera pas des projets de sortir de terre, car une ville a vocation à se transformer doucement au fil de son histoire, mais cela permettra à terme de garder à Montgeron son caractère de ville à la campagne. Le bon sens, c'était aussi d'être chaque année un peu plus vertueux en termes d'écologie. Nous avons ainsi planté ou replanté près de 800 arbres depuis 2015, encouragé la voiture électrique, développé l'éclairage par LED, plus économe en énergie, et ouvert un tout nouvel écocentre, pour ne citer que ces exemples. Le bon sens, cela a aussi consisté à améliorer la sécurité des habitants. La police municipale, restructurée, agit maintenant sur le territoire en étroite relation avec la police nationale, aidée en cela par nos cellules de veille et l'aide de nos vidéo-opérateurs. Et cela marche. L'action efficace de nos forces de l'ordre a permis une baisse de la délinquance sur notre ville entre 2013 et 2019. Le taux de criminalité, alors bien supérieur aux villes voisines, est devenu aujourd'hui inférieur à la moyenne départementale, et ce malgré la présence d'un grand lycée sur notre territoire. Je profite de ce moment pour vraiment remercier les forces de l'ordre, police municipale et nationale, pour le travail effectué, car leur tâche n'est vraiment pas facile et je voudrais vraiment qu'on les applaudisse. De même, je tiens à remercier les sapeurs-pompiers sur lesquels nous avons pu compter lors du spectaculaire incendie de la forêt de Sénart. Là aussi, je voudrais vraiment qu'on les applaudisse. Ils jouent un rôle essentiel au service de nos concitoyens, quelquefois malheureusement au péril de leur vie, comme les récents événements tragiques de la rue de Trévise à Paris nous l'ont cruellement rappelé. Alors certes, tout n'est pas résolu. C'est un travail de longue haleine et certains petits délinquants rendent encore trop souvent la vie insupportable à la population par leur trafic et les nuisances qu'ils génèrent. Il faut savoir que la délinquance des mineurs a augmenté en France de 575% entre 1990 et aujourd'hui. 575%. Les 14-18 ans, qui représentent 5% de la population, représentent à eux seuls 34% des cambriolages et 46% des vols avec violence. Ça fait peur, vous ne trouvez pas? Comme vous le savez sans doute, avec des maires de notre agglomération et François Durovray, nous avons saisi le Premier ministre et les parlementaires de l'Essonne pour leur demander de réviser l'ordonnance du 2 février 1945 relative à la délinquance des mineurs. J'ai été ravie d'apprendre que notre action avait contribué à ce que la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, engage une révision et une refonte de cette ordonnance. Évidemment, un mineur ne peut être jugé comme un adulte. Malgré tout, les mineurs d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux de l'après-guerre et il faut absolument qu'on en finisse avec l'impunité. Il est inadmissible que des jeunes rendent littéralement insupportable la vie des habitants de certains quartiers et restent sans sanction.
La répression, évidemment, n'est pas une fin en soi, et nous avons toujours à cœur de privilégier la prévention et l'éducation, à laquelle nous consacrons un quart de notre budget. Chaque année, nous continuons d'investir dans la rénovation de nos écoles en les dotant des derniers équipements numériques et mettons tout en œuvre pour favoriser la réussite scolaire et l'épanouissement de nos élèves. Cette année, nous avons créé un nouveau soutien individuel à la lecture pour les élèves de CP ayant des difficultés. Pourquoi ? Parce que l'absence de mots et de paroles conduisent inexorablement à la violence. Depuis 2 ans, notre mission jeunesse et son point d'information recueillent un succès grandissant. Nous lui avons donné une philosophie. Projeter les jeunes dans la dynamique active du donnant-donnant. Tu fais quelque chose pour la collectivité et la collectivité te donne un coup de main. BAFA, aide au projet, brigade brise-fer pour l'environnement, rencontre un public de plus en plus important. Le bon sens, cela passait aussi par redresser notre ville en matière de propreté et de cadre de vie. La propreté attire la propreté et je veille personnellement à ce qu'il n'y ait plus de dépôts sauvages traînant en ville comme c'était le cas comme nous sommes arrivés. Les services pourront vous en témoigner. C'est un combat de tous les instants, mais nous n'abandonnerons jamais. C'est en menant ce combat, en lien avec les bailleurs, Bâtigères, Alloli, Mille Une Vie, Habitat, à la forêt, que nous parviendrons à un résultat, aussi dans les grandes résidences. Le soin mis dans un espace public de qualité profite au plus grand nombre et plus particulièrement aux plus démunis qui n'ont pas toujours la chance de vivre dans un environnement qu'ils ont choisi. Le bon sens, ça a été aussi de réconcilier les quartiers, de remettre du lien entre les habitants. Qu'est-ce qui se passait avant ? Divers petits groupes organisaient isolément leurs manifestations. Nous avons, nous, pris le parti de rassembler l'ensemble des Montgeronnais autour de grands événements qui ont rencontré un indéniable succès. Le marché de Noël, la fête de la ville, la chasse à l'œuf, pour ne citer que cela. L'important, c'est de se dire que l'on n'est pas de tel ou tel quartier, mais que l'on est de Montgeron et que l'on est fier de l'être. Être de quelque part, partager des souvenirs communs, être fier de faire partie d'un tout permet d'être plus fort et de se construire et d'aller plus loin, comme l'arbre dont les racines s'ancrent dans le sol et lui permettent de s'épanouir et de grandir vers le ciel. Confronté à la baisse des dotations de l'État, le bon sens, c'était aussi de chercher des subventions et de se réorganiser pour faire des économies de fonctionnement. Vous savez, ce sont celles qui se répètent d'année en année. Malgré un contexte financier des plus difficiles, ces économies se sont faites sans sacrifier aucun des services à la population, voire en offrant des prestations supplémentaires comme le spectacle gratuit de Noël. Nous avons cherché à optimiser la recherche de subventions au département, à la région, pour pouvoir continuer à investir, tout en n'augmentant plus ni la fiscalité, ni la dette de notre ville. Je remercie à cet égard chaleureusement les 2 exécutifs de ces collectivités, Valérie Pécresse pour la région, qui nous a honorés de sa présence ce soir, et puis François Durouvray, qui prendra la parole après moi pour le département. Le département qui nous a énormément aidés pour la rénovation de l'avenue de la République. Les Montgeronnais ne régleront ainsi qu'1,7 million d'euros sur les 7,5 millions que coûte cette réalisation. Car le bon sens, c'était aussi de redynamiser notre centre pour le rendre de nouveau attractif. Nous avons enfoui les réseaux, refait les chaussées, élargi les trottoirs, végétalisé, mais aussi obligé les propriétaires d'immeubles à les ravaler, aidé au changement des enseignes et de devantures, modifié le règlement local du publicité pour supprimer les grands panneaux. Nous avons voulu une ville plus dynamique, plus humaine et plus conviviale. L'avenue de la République entre maintenant dans un cercle vertueux. Au centre de l'agglomération, nos commerçants ont vocation à drainer un territoire bien plus vaste que les frontières de notre ville. Ils l'ont bien compris et je sais dorénavant pouvoir compter sur leur dynamisme et leur créativité. Je remercie d'ailleurs une nouvelle fois l'UIM et sa présidente, Madame Gobert, avec qui nous travaillons en étroite relation. Je les en remercie parce que je connais leurs craintes face aux travaux et je les comprends, dans le contexte d'hyperconcurrence qu'ils subissent.
Je compte donc sur vous tous, pour les soutenir en faisant vos courses au centre-ville, parce que quoi qu'on fasse, il n'existe pas de commerce sans client. Toutes ces actions, nous n'aurions pu les entreprendre si nous n'avions pas mis au centre de nos préoccupations la concertation et l'écoute. Elles sont l'essence même de la démocratie et de la politique. Et nous n'avons pas attendu le grand débat national pour vous consulter. Nous avions même commencé notre mandat par une enquête pour arbitrer les économies à réaliser. Rappelez-vous, l'extinction de l'éclairage public la nuit après 1h du matin avait été ainsi largement refusée et nous y avions donc renoncé. Nous échangeons au quotidien. Nous venons à votre rencontre tous les 6 mois dans les réunions de quartier et à chaque printemps, nous venons vous écouter au coin des rues. Nous avons organisé des concertations sur chaque projet. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez aussi venir me voir tous les lundis, ce rendez-vous entre 16h et 19h. Nous essayons d'apporter des réponses rapides aux habitants qui nous sollicitent par courriel et effectuons une présence effective sur les réseaux sociaux pour vous informer en temps réel. Rien de tout cela n'aurait pu être entrepris si nous n'étions pas parvenus à faire travailler ensemble les agents des différents services de la ville. Alors c'était loin d'être le cas voici 4 ans, avec tous les inconvénients que cela présentait et que vous imaginez. Leur regroupement au sein du centre administratif et technique, ainsi que la refonte de leurs modalités de fonctionnement a réellement porté ses fruits. Je tiens ici vraiment à sincèrement les remercier pour avoir très majoritairement adhéré à cette mini-révolution, ainsi que pour leur investissement et leur attachement à la ville tout au long de l'année pour améliorer votre quotidien. Il reste évidemment encore beaucoup de travail à faire à Montgeron. On doit encore s'améliorer et les résultats demeurent fragiles et surtout, ils sont réversibles. Vous savez, une ville de 24 000 habitants, ce n'est pas une PME, c'est un paquebot. Vous avez beau tourner la barre, pour les marins, s'il y a des marins dans la salle, vous avez beau tourner la barre, il met du temps à changer de cap. Mais je suis malgré tout vraiment très fière du chemin que nous avons pu parcourir durant ces 4 années, dans des circonstances actuelles, alors que la moitié des maires de France veulent jeter l'éponge, confrontés aux baisses des dotations de l'État, et dans ce climat de défiance et d'instabilité nationale. Le changement de maire en cours de mandat a aussi été difficile à gérer. Mais je vous le dis, la nomination... Pourquoi vous ricanez derrière moi? Je vous le dis, la nomination de François Durovray à la tête du conseil départemental aura été finalement une très grande chance pour Montgeron. Et pourtant, que n'ai-je entendu à ce sujet, et lui aussi d'ailleurs? Vous nous avez abandonnés. Ici, il y a 2 maires. Et puis aussi, les femmes au pouvoir, vous savez... D'ailleurs, ils ne disent pas les femmes, ils disent les bonnes femmes en général. Hein? Oui. Alors moi, je suis très fière de toutes les bonnes femmes qui sont derrière moi et qui sont à votre service. Parce que ce sont des sacrées bonnes femmes. Et vraiment, je veux aussi mettre les élus d'opposition qui sont avec nous ce soir, parce qu'elles aussi, elles font un travail formidable. Même si on n'est pas toujours d'accord. Cela n'a pas toujours été rose. Et comme parfois vous me questionnez encore sur ce sujet, je voudrais vous dire aujourd'hui comment nous travaillons avec François. Vous dire d'abord que nous travaillons ensemble pour Montgeron depuis 2007, soit depuis plus de 10 ans, avec une grande convergence d'opinion. Bon, je dois vous avouer que nous avons quand même eu une grosse divergence cet hiver pour choisir les porte-vélos de l'avenue de la République. On a failli atteindre le niveau 4 de la crise politique. Il y en a dans la salle qui savent de quoi je parle. Mais ceci mis à part, et pour parler plus sérieusement, j'ai toujours personnellement considéré que, compte tenu des événements, il revenait à François une place importante à Montgeron, et ceci pour 3 raisons. La première est d'ordre moral. C'est quand même pour lui que vous avez voté en 2014. La deuxième, d'ordre amical, car je sais combien quitter son mandat de maire lui a été difficile. La troisième est moins philanthropique,
et d'ordre plus intéressé. C'est que je ne suis pas assez stupide pour me priver de ces compétences acquises après 25 ans passés au sein des collectivités territoriales. François, en tant qu'adjoint aux finances, traite en priorité les sujets en lien avec l'agglomération et le département. Il lui tient à cœur de rester très présent et au contact des habitants, et nous ne serons pas trop de deux pour finaliser les gros dossiers qui nous attendent cette année, avec l'aide précieuse de tous les élus qui m'entourent. Nous devrions en effet voir s'achever la rénovation complète de l'école Jules Ferry, celle des nouveaux vestiaires du COSEC, la mise en accessibilité complète de la gare, ainsi que l'aménagement des berges de Lierre. Sans oublier, bien sûr, les réalisations de l'agglomération dont je laisserai François vous parler plus longuement. Vous avez droit à 3 discours ce soir. En matière de service à la population, nous continuerons à tout miser sur l'éducation pour conforter notre 2e place de ville de l'Essonne, où il fait bon être parent, décernée au printemps par le Parisien. On est fiers de nous, n'est-ce pas? Allez, je voudrais vraiment que nous applaudissions notre ville. Nous allons poursuivre en achevant d'équiper toutes nos classes de tableaux numériques et en menant à son terme notre projet éducatif territorial lancé cette année. Nous continuerons également à faire pression sur SFR concernant le dossier de la fibre qui nous tient à cœur. Nous n'avons certes pas cessé d'avancer par rapport à d'autres villes aujourd'hui encore au point mort. Néanmoins, aucun des délais n'a été tenu, SFR n'ayant jamais respecté les engagements qu'ils ont pris envers nous. La différence, c'est que depuis la fin de l'année dernière, date à laquelle SFR devait avoir contractuellement terminé le fibrage, ce non-respect va maintenant pouvoir être juridiquement sanctionné. Nous allons donc passer à la vitesse supérieure, sachez-le, et nous ne nous laisserons pas faire. Enfin, nous espérons finaliser la mise en place de notre navette interquartier qui apportera un vrai plus à nos aînés ayant du mal à se déplacer. À plus long terme, nous poursuivrons la rénovation de la prairie Loli qui vise à démolir les tours de la place du Soleil pour les remplacer par un habitat plus aéré. Nous engagerons par ailleurs les dossiers de l'ouverture du parc de Rotembourg en lien avec le diocèse, ainsi que la réhabilitation du moulin de Senlis, du château du moulin de Senlis, dont la ville est maintenant devenue propriétaire. Nous travaillerons également sur l'implantation d'un village artisanal, pourvoyeur d'emplois sur le quartier de la Glacière. Nous accompagnerons la réalisation de la résidence senior, dont les travaux devraient commencer au printemps sur le site Maggio. Et j'ai envie de dire, le plus dur a été fait, mais il est indispensable de continuer sur cette lancée pour consolider ce qui a été réalisé et que tous ces efforts n'aient pas été vains. Si nous avons pu avancer ainsi, c'est parce que nous avons su ensemble définir la vision que nous avions pour notre ville. Chacune des décisions qui ont été prises n'était le fruit ni du hasard, ni de la conjoncture, mais avait un sens. Pour aller plus loin, pour continuer, il me semble aujourd'hui impératif, au point où nous sommes rendus, de nous projeter à nouveau dans l'avenir. Il est essentiel de redéfinir ensemble un cap pour les 10 ans ou 12 ans à venir. Nous allons donc initier cette année une grande consultation baptisée Montgeron 2030 sous la forme d'un questionnaire qui vous sera bientôt soumis. Cela vous permettra de nous donner votre avis. Votre avis, votre vision sont capitales, car en démocratie, vous savez, au final, un élu ne fait qu'incarner la volonté populaire. Charge à nous donc de savoir vous écouter, même si vous êtes 24 000. Charge à nous de concilier des points de vue parfois antagonistes. Charge à nous de faire avec ce que nous permettent nos finances. Dans les coulisses, mais toujours de façon transparente, nous poursuivrons ce travail de longue haleine que nous avons entamé voilà maintenant 5 ans. Vous pouvez compter sur notre détermination et notre énergie pour conforter ces résultats qui contribuent au redressement de notre ville. Ensemble, nous créerons le Montgeron de demain et pour le créer, j'ai besoin de vous tous. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur, à tous et à toutes ainsi qu'à vos proches, une très belle année à Montgeron. Que 2019 vous apporte joie et plénitude, ainsi que la sérénité à notre pays. Je vous remercie.